Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau bada de la série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, qui est une poursuite de ma conversation avec Laurent de Wild, pianiste de jazz. Enfin, on doit dire pianiste parce que, après tout, vous pourriez très bien vous mettre à jouer Scriabin si la fantaisie vous en venait. Mais enfin, pianiste surtout connu pour son activité de jazzman, compositeur pour les mêmes raisons, producteur pour les non moins mêmes raisons et écrivain pour les mêmes raisons, puisque l'un des premiers moments où vous avez émergé du monde du jazz, c'est quand vous avez publié ce livre sur Thelonious Monk. Vous étiez évidemment déjà dans le monde du jazz et comme artiste, comme pianiste, mais l'idée d'écrire sur Thelonious Monk vous est venue à quel moment et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Eh bien, en fait, c'est la rencontre avec mon éditeur chez Gallimard pour la collection L'Arpenteur, le magnifique Gérard Bourgadier, qui hélas n'est plus parmi nous, que j'ai rencontré un petit peu par hasard, par amis communs. On a dîné ensemble et à la fin c'était un personnage très haut en couleur, qui éructait, qui détestait, qui adorait, qui lançait les anathèmes, qui immortalisait. Et donc, on s'est bien marré, on a fait beaucoup de bruit pendant le dîner. Et puis après, il me dit, écoute, t'es le gars que je cherche depuis 20 ans pour écrire une biographie sur Thelonious Monk. Je dis, ah bon? Il dit, oui, je te file une avance, je suis sûr que tu vas faire ça très bien. Ah bon? J'ai dépensé l'avance, notamment pour m'acheter un petit ordinateur portable. On était au début des années 90, ça c'était un véritable miracle. Je l'ai ressorti il y a pas longtemps, on dirait une espèce de truc de l'armée. Ça pèse 12 kilos, c'est vraiment massif, avec un écran qui doit faire 10 cm². À revoir l'écran, je me disais, mais dire que j'ai fait des discographies exhaustives de Thelonious Monk sur ce petit écran. Et il m'a vraiment accompagné dans l'écriture de ce livre. C'était un éditeur extraordinaire. Je lui ai lu quasiment tout mon bouquin au téléphone. À l'époque, bien entendu, on ne s'envoyait pas des fichiers par Internet. Internet n'existait pas, ou alors de façon très très discrète. Et puis il me dit, je l'entendais, il disait ah ouais, ça c'est bien, ou alors ah non, ça c'est nul, on se fait chier, tu règles des comptes, on s'en fout. Et c'est un peu en me dirigeant comme ça qui m'a fait accoucher de mon livre. C'est très marrant parce que bon, j'ai eu plusieurs problèmes. J'étais terrassé par une méningite juste après avoir écrit la première page de mon livre. Je tournais autour du bouquin, j'arrivais pas. C'était une époque où je travaillais énormément. J'étais sous contrat avec Sony. Je tournais dans le monde entier avec mon trio. Tout se passait bien. Et chaque fois que j'avais un peu de temps, je m'exilais à la campagne. Et puis je me mettais à l'écriture. Et puis il était venu me voir. Je me rappelle, c'était à côté de Fontainebleau, et il me dit, bon allez, maintenant, il y en a marre, t'arrêtes de tourner autour du pot, faut se lancer dans la piscine maintenant. Et donc, fortifié, j'écris la première page du bouquin qui commence par New York, New York, New York, et je tombe terrassé par une méningite qui m'a vraiment mis hors service pendant quasiment 1 an. Et donc, pour maintenir les délais de publication, je lui ai rendu un manuscrit que je savais ne pas être à la hauteur, et puis surtout en écrivant, je m'étais rendu compte de la façon dont il fallait que je le réécrive. Et en général, je suis vraiment pas sûr de mon coup artistiquement, musicalement. Je suis pas du tout assertif dans mon discours, et dans l'écriture non plus d'ailleurs. Et donc je lui rends ce manuscrit, il dit, ah écoute, j'ai un truc qui est difficile à te dire, mais je suis vraiment très déçu. Et alors là, j'aurais dû sombrer dans une dépression profonde. Mais au lieu de ça, je lui dis, ouais, je sais, il n'y a pas de problème. Je sais ce que je vais faire. En fait, je me suis trompé. Et j'ai essayé, j'avais pas trouvé la façon de combiner le récit, parce que j'appelle ça une biographie digressive. C'est-à-dire, je parle de la vie de Monk, mais je parle un petit peu de tout le monde du jazz, les tournées, les agents, les disques, les femmes, tout ça. Et
Du coup, quasiment à la fin de mon premier manuscrit, je m'étais rendu compte que la solution, en fait, c'est très technique, c'est un chapitre diachronique et un chapitre synchronique. C'est-à-dire, une fois, je parle de l'époque, et enfin, une fois, j'avance dans le temps, et puis une fois, un chapitre, je généralise sur ce qui se passe à la même époque. Et c'était un système dynamique qui avait bien fonctionné. Et donc, 1 an plus tard, je lui rendais un manuscrit dont j'étais plus content. Et là, il m'a dit, ah ouais, là, d'accord. Et c'est comme ça que le bouquin est sorti. Et je ne m'attendais absolument pas à l'essor qu'a pris ce livre, donc qui est sorti en 1996 et qui a été traduit en 5 langues et sur lesquels je continue encore aujourd'hui de recevoir des témoignages d'affection, parce que je me suis rendu compte d'un truc incroyable, c'est que contrairement à la musique, le bouquin est un rapport extrêmement personnel au lecteur, c'est-à-dire chaque lecteur croit vraiment que l'écrivain écrit pour lui, alors que quand on entend un disque, on n'a pas du tout l'impression que le pianiste enfin ce qu'on entend est strictement pour vous. On s'accroche à un monde musical, on rentre dans une bulle musicale, mais on n'a pas l'impression qu'elle est pour vous. Tandis que dans un livre, on a vraiment l'impression que c'est à vous que le lecteur s'adresse, et du coup, ça donne lieu à des effusions de reconnaissance, parfois incompréhensibles. Est-ce que si Gérard Bourgadier vous avait proposé un autre musicien, alors là, bon, il s'agit d'un pianiste, si vous avez proposé un autre pianiste, vous l'auriez fait aussi, ou est-ce que vous étiez déjà prédisposé à vous intéresser à Thelonious Monk? C'est-à-dire, je me suis rendu compte après coup que Gérard Bourgadier, en bon éditeur, avait parfaitement identifié le personnage de Thelonious Monk, qui est un personnage littéraire extraordinaire. On peut en faire le tour pendant 30 ans, ce que j'ai fait, et ne jamais l'avoir complètement circonscrit. C'est quelqu'un de très mystérieux, c'est quelqu'un plein de silence, plein d'énigmes, plein d'humour, et en même temps, c'est un porte-manteau pour plein de gens qui accrochent leur certitude à eux. Et c'est pour ça qu'il continue encore de faire couler beaucoup d'encre, plus encore aujourd'hui qu'à l'époque. C'est incroyable, maintenant il y a des docus, des films, des pièces de théâtre, des BD, narratives, je sais plus qu'on appelle ça, du roman graphique, Oui. voilà. Il y a eu un véritable engouement pour ce caractère de Thelonious Monk, associé à la baronne Panonica de Königswarter aussi, qui est un autre personnage de roman, qui font que, c'est totalement inépuisable. On m'a beaucoup demandé après, quand est-ce qu'on t'écrit un Bill Evans? Mais je me serais pendu si je devais écrire une biographie de Bill Evans. Bill Evans qui joue et compose une musique, mais qui déchire le cœur. Moi, j'étais un grand fan de Bill Evans quand j'étais apprenti pianiste. Mais sa vie, mais c'est d'une tristesse. C'est une longue addiction à l'héroïne, à la culpabilité, avec un frère qui se suicide, et une vie de malheur. C'est vraiment du ciel bas pendant toute l'existence de ce musicien extraordinaire. Donc c'est tous les musiciens de jazz ne sont pas des personnages de roman. Chet Baker, qui est en quelque sorte le caractère iconique du jazz, la déchéance, la drogue, la prison, l'ange déchu, la beauté maudite, etc. En fait, ce sont beaucoup de lieux communs sur lesquels il est difficile de dire quelque chose, puisque justement le principe du lieu commun, c'est qu'il est commun à tout le monde et qu'on sait déjà de quoi on parle. Tandis que Thelonious Monk, qui reste une énigme pour les plus savants d'entre nous, c'est une source inépuisable d'invention, et je continue encore de trouver des choses sur lui. Mais le côté lieu commun dont vous parlez, je me demande, j'allais dire on finit par se demander, mais je finis par me demander s'il n'a pas été produit de l'extérieur. Je veux dire, à partir du moment de l'autobiographie de Metz Mezzrow, le jazz est devenu nécessairement le lieu des excès menant à la destruction, ou à la rigueur, tout à la fin, comme pour Metz Mezzrow, par la rédemption, par l'écriture. Mais il y a comme une sorte d'impératif catégorique extérieur. Non, Oui, absolument. Bon, qui n'est pas toujours sans fondement, certes. Mais enfin,
la vie des compositeurs classiques n'est pas un exemple de tempérance. Et je connais beaucoup de musiciens classiques aujourd'hui qui ont des manies qu'ils ne confesseraient pas à votre micro, mon cher Philippe. Donc, c'est vrai que ce sont des lieux communs qui cachent une réalité beaucoup plus complexe, mais qui, comment dire, représentaient effectivement la difficulté, je dirais, qui est apparue au grand jour dans les années 50, de ces musiciens noirs américains qui étaient vraiment des génies de la musique et qui sont depuis encensés comme tels et qui se heurtaient vraiment à un racisme institutionnel qui les rabaissait et les renvoyait inlassablement à la couleur de leur peau, alors que c'était déjà, je parlais tout à l'heure de Géraldine Laurent, qui voulait pas être magnifique saxophoniste, qui ne veut pas être prise pour une femme, elle veut être prise pour une saxophoniste. Et ces musiciens, c'est exactement pareil, et on le leur rappelait tous les jours. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui vous pousse à la dépression, à l'insatiété. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les glissades qu'on puisse imaginer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport particulier entre la France et les jazzmen à cause du fait que la France avait, avec les musiciens de couleur, un rapport beaucoup plus libre dans les années 50 et 60, infiniment plus libre que ceux qu'ils pouvaient trouver aux États-Unis? Alors oui, la France a un rapport privilégié avec le jazz, mais ça a commencé à la Nouvelle-Orléans. Et je dis pas New Orleans, hein, je dis la Nouvelle-Orléans. Donc il y avait toute la culture cajun et donc cette culture française qui était vraiment très vivace aux États-Unis et qui était très différente de celle de Kansas City ou de Chicago. Donc dès les débuts du jazz, il y a un petit peu de l'ADN français dedans. Et effectivement, ça, c'est très étonnant parce que après la Deuxième Guerre mondiale, donc le jazz est une musique qui se vend énormément. Donc beaucoup d'artistes américains viennent jouer en Europe et leur destination première est un pays qui parle l'anglais, l'Angleterre. Or, l'Angleterre a depuis les années 50 un syndicat des musiciens extrêmement féroce qui voulait une une répartie entre l'Angleterre et les États-Unis, c'est-à-dire que pour chaque musicien américain qui vient jouer en Angleterre, il fallait un permis de travail pour un musicien anglais qui joue aux États-Unis. Et sinon, c'est rien du tout. Et la pauvre Billie Holiday, qui essaie de se débarrasser de son addiction à l'héroïne, va jouer à Londres où elle trouve un public formidable et se fait foutre dehors au bout de 2 semaines pour des raisons syndicales. Et du coup, géographiquement et culturellement, le territoire le plus proche, c'était la France, Saint-Germain-des-Prés, des années 50 et 60. Et c'est drôle parce que je suis en train de travailler sur le script d'un documentaire qui aurait cette ligne directrice entre ces musiciens noirs américains qui trouvaient en France et à Saint-Germain-des-Prés une reconnaissance qui n'était pas due à la couleur de leur peau, mais à la vigueur et à la créativité de leur musique, même si, à la même époque, ils fréquentaient d'autres Noirs, c'est-à-dire les Noirs de notre empire colonial, qui, eux, se battaient pour des buts diamétralement opposés. C'est-à-dire que les Noirs américains voulaient l'assimilation et les Noirs antillais et africains voulaient l'indépendance. Et donc, les deux discours avançaient en parallèle et les deux communautés se méfiaient beaucoup l'une de l'autre, aggravées par le fait que, il faut bien le dire, pour beaucoup de musiciens noirs américains, les noirs africains sont des ignorants, des gars qui viennent de la Cambrousse, etc. Et ça, beaucoup d'Africains qui sont allés aux États-Unis vous le diront, ils revivent un racisme qu'ils croyaient pouvoir éviter, les pauvres. Beaucoup de choses restent encore à changer. Vous avez, à propos de Billie Holiday, vous avez évoqué le problème de l'hypersyndicalisation, les conséquences de l'hypersyndicalisation en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Est-ce que vous avez eu à affronter ce problème-là aux États-Unis? Ah bah oui, je jouais dans un club sur la 6e avenue qui ne payait pas le barème standard, le union wage.
Et donc, il y avait un petit piquet de grève du Local 802, le Local 802, la délégation du syndicat des musiciens new-yorkais, qui nous interdisait de jouer. Et du coup, m'ont fait rentrer dans le syndicat avec un abonnement réduit, puisque voilà. Et du coup, ça a marché, la paye a augmenté, et j'ai appris que même aux États-Unis, on pouvait pas bosser comme musicien pour une bouchée de pain. Ouais, en l'occurrence, ça a été plutôt une bonne nouvelle. Laurent de Wild, je vous propose que je pense qu'il sera notre dernière conversation, nous nous retrouvons pour parler de choses qui ont à voir avec cette question du syndicalisme et de la protection des musiciens, puisque vous êtes l'une des figures, l'une des têtes de l'ADAMI, dont peut-être nos auditeurs ne savent pas exactement ce que c'est. Nous le leur révélerons à notre prochaine rencontre.